Dans le cours d'aujourd'hui, je vais présenter le théorème de Gauss. Alors, le théorème de Gauss, c'est un théorème qui nous permet de calculer d'une façon assez simple le champ électrique créé par une distribution de charges. Donc, on avait vu dans ce chapitre de l'électrostatique qu'on pouvait calculer un champ électrique créé par une charge assimilée à une charge ponctuelle. Une charge ponctuelle, on peut calculer le champ qu'elle crée dans l'espace en utilisant quelle loi? Quelle est la loi qu'on vous a donnée pour calculer le champ électrique créé par une charge ponctuelle Q? K fois Q sur la distance au carré. Très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de Coulomb parce qu'elle ressemble à la loi de Coulomb. Elle découle de la loi de Coulomb pour la force électrique. Donc, le vecteur champ électrique créé par une charge ponctuelle, E, en vecteur égal à K, la constante K fois Q, la charge qui crée ce champ, divisé par R au carré, avec R étant la distance qui sépare la charge de l'endroit, du point où on calcule le champ, multiplié par un vecteur unitaire U. Donc ça, c'était une loi qui nous permettait de calculer un champ à partir d'une seule charge ponctuelle. Maintenant, si nous avons un très grand nombre de charges ponctuelles, au point où cette distribution n'est plus discrète, ça veut dire qu'on ne peut plus faire la différence entre une charge et une autre. Les charges sont tellement nombreuses qu'elles sont collées l'une à l'autre. Comme par exemple, c'est ce qu'on appelle une distribution de charge continue. J'en ai parlé dans le cours en présentiel. Donc, lorsque j'ai une distribution de charge continue, ça veut dire j'ai une charge distribuée sur une surface, ou sur un volume, ou sur une ligne rectiligne, ou alors j'ai une distribution discrète, mais un très très grand nombre de charges, il m'est impossible d'utiliser la loi de Coulomb, donc Q sur R au carré. Je ne peux pas l'utiliser. Donc, dans ce cas-là, on vous propose d'utiliser la méthode qui est basée sur ce qu'on appelle le théorème de Gauss. Donc, avant de vous aborder ce théorème, je vais vous définir ce qu'on appelle un flux d'un vecteur à travers une surface. Alors, un flux en arabe, c'est tadaffur. Flux d'un vecteur à travers une surface, c'est tadaffur shu'a min khilal misah. Donc, qu'est-ce qu'on a? Considérons une toute petite surface qu'on appellera ds. Le terme qu'on utilise pour une surface très petite, on dit une surface infinitésimale ou alors on dit une surface élémentaire. Donc, infinitésimale, ça veut dire très très petite. Donc, considérons une surface infinitésimale, très petite, ds, comme c'est montré sur la figure, et considérons un vecteur A. Ce vecteur A peut, euh, peut être n'importe quelle grandeur physique. Par exemple, ça peut être le vecteur vitesse, comme ça peut être ici, pour notre cas, c'est le vecteur champ électrique tout à l'heure. Donc ici, le vecteur que je représente ici par la lettre A, tout à l'heure, lorsque je vais donc, aborder le théorème de Gauss, ce sera le vecteur champ électrique. Donc si vous avez à travers cette surface, alors d'abord cette surface, elle peut être une surface matérielle ou une surface fictive. Je vous ai expliqué ce que c'est que le matériel et le fictif en cours. Donc, si j'ai un vecteur A qui traverse cette surface, alors ce vecteur lui aussi, donc si c'est le vecteur A, c'est un vecteur fictif, il ne représente pas une quantité matérielle. Le champ électrique aussi, c'est une quantité fictive. Pour nous, le champ électrique, c'est une déformation des propriétés euh, électriques de l'espace. Donc, si ce vecteur A traverse cette surface S, alors si je considère le point 1, bien sûr, le vecteur A, il traverse la surface ds dans tous les points. D'accord? Vous avez cette surface ds est placée dans un endroit de l'espace où règne, par exemple, donc où il y a un champ électrique, d'accord, qu'on appellera E, ou alors il y a une quantité qu'on appellera A. Donc, le vecteur A, il va traverser cette surface ds
et il va traverser n'importe comment. Alors n'importe comment, ça veut dire on peut considérer tous les sens possibles, toutes les directions possibles et tous les sens possibles. Alors d'abord, on va définir ce qu'on appelle le vecteur ds. Alors ce vecteur ds n'a rien à voir avec le vecteur a. C'est un vecteur qui est toujours perpendiculaire à la surface ds et qui est porté par un vecteur unitaire normal, n, NADV. Pourquoi on l'appelle normal NADV? Ça veut dire qu'il est perpendiculaire à la surface ds. Tout ce qui est normal, dit n normal, ça veut dire que le vecteur ds, il sort de la surface ds, il est sortant de la surface ds, dirigé vers l'extérieur et perpendiculaire à ds. Donc je répète, ds n'a rien à voir avec le vecteur a. C'est une grandeur liée à la surface. Perpendiculaire, toujours perpendiculaire à ds. Donc supposons que l'angle que fait le vecteur a avec ds est θ. Donc on va supposer que l'angle entre A et ds c'est θ. Dans ce cas-là, on définit ce qu'on appelle le flux du vecteur A à travers la surface S. تدفق A à travers ds. Alors, on le symbolise avec la lettre phi. Voilà, phi en grec. Alors, bien sûr, comme c'est une toute petite surface ds que nous avons considérée, ça veut dire que le flux du le flux du vecteur A à travers ds, lui aussi sera très petit. Donc, ça veut dire, au lieu de prendre phi, je vais prendre une toute petite quantité de phi, qui correspond à une toute petite surface de S. Donc, à travers la surface ds, le vecteur A va avoir un flux. Je lui associe un flux, تدفق. Alors, ce flux-là, il caractérise la quantité de A qui va traverser, qui va sortir de cette surface-là. D'accord? Alors, elle est définie par le produit scalaire A scalaire ds. Ce produit qui est là, c'est un produit scalaire entre deux vecteurs, entre le vecteur A et le vecteur ds. Et comment on a défini le produit scalaire? On a dit qu'il y a deux façons de calculer le produit scalaire. L'une des deux façons, c'est lorsqu'on connaît l'angle θ entre les deux vecteurs. Dans ce cas-là, le produit scalaire est donné par le module du premier vecteur, donc le module de A, multiplié par le module du deuxième vecteur, donc module de ds, multiplié par cosinus l'angle entre les deux vecteurs, donc cosinus θ. C'est bon, vous me suivez? Madame. Oui, Oui, madame. madame. Très bien. Donc, c'est une définition. Aujourd'hui, vous avez appris, on vous a dit comment calculer le flux d'un vecteur à travers une surface. Alors, par exemple, imaginez que vous avez euh, un cerceau, halaqa. Halaqa, elle est vide de l'intérieur. Un cerceau. Vous savez que c'est qu'un cerceau. Ça veut dire, par exemple, un fil métallique que vous, que, que vous reliez, dont vous reliez les extrémités et vous formez un cercle. De l'intérieur, à l'intérieur, il est vide. Voilà. Et que vous allez dans un endroit où il y a un vent très fort. Il y a un vent qui souffle. Alors, si vous voulez, alors vous allez mesurer la quantité d'air, si vous voulez, qui va traverser la surface de ce cerceau. C'est un cerceau circulaire. Donc, comment vous calculez la surface de ce cerceau? Comment vous calculez la surface? À quoi est égale la surface d'un cercle? مساحة دائرة. Madame de Pierre. De pierre, c'est ce qu'on appelle la circonférence, le محيط. Mais la surface, مساحة, comment vous calculez? Depuis, Pierre, depuis R au carré. pi r au carré. R au carré. Très bien. N'oubliez pas que la surface est le produit de deux longueurs. D'accord? Donc, c'est une longueur fois une longueur. C'est le r au carré fois pi. Donc, pi r au carré, c'est la surface d'un cercle. Alors, en théorème de Gauss, c'est très important que vous sachiez calculer les surfaces géométriques. Très important. Donc, révisez vos notions, vos connaissances en termes de calcul de surface.
Donc, vous avez une surface donc circulaire qui est égale à pi r au carré et vous voulez calculer la quantité d'air donc que le vent va faire rentrer à travers, à travers cette surface. Cette quantité d'air, vous pouvez l'appeler flux, le flux d'air qui va traverser ce cerceau. Donc, si vous connaissez la direction, la direction du vent, d'accord, le vent, il a une direction, il a un sens. Si vous voulez avoir un maximum de quantité d'air qui traverse cette surface, comment vous allez placer le cerceau, d'accord, par rapport à la vitesse V du vent, le vecteur vitesse du vent, comment vous allez les placer? متعامد مضى. Très bien. Alors, qui connaît متعامد, ça veut dire le vecteur, quel est l'angle entre le vecteur ds et si je prends A, c'est le vecteur v, la vitesse du vent. Quel est l'angle θ entre v et ds dans ce cas-là? cos θ 90. égale à 1. C'est θ égale à Le cos θ égale à 1, madame. Normalement. parce que θ égale à 90. 0. 0. D'accord. Vous avez dit, je vais placer le cerceau perpendiculairement perpendiculairement à la vitesse v. Ça veut dire, c'est ici, le cercle, c'est le rayon du cercle qui sera perpendiculaire à A. Donc, l'angle entre R et A sera pi sur 2. Mais comme ds, mais l'angle entre ds et A sera 0. Parce que ds, lui aussi, il est perpendiculaire à R. C'est comme ça qu'on a défini le vecteur ds. Le vecteur ds, il est toujours perpendiculaire à la surface. Donc, ds et v, tous les deux seront perpendiculaires à la surface. Dans ce cas-là, θ sera égal à 0 et donc cosinus θ égale à 1. Ça veut dire que votre flux est maximal. D'accord? Parce que si vous voulez comment vous allez placer le cerceau pour empêcher le vent de pénétrer, comment vous allez le placer? Parallèle. Parallèle. Ça veut dire que là, le ds et le A seront comment perpendiculaires. Le vecteur A, il sera parallèle à R. Donc A parallèle à R. Donc ds et l'angle entre ds et A sera pi sur 2. Et donc le flux sera nul. Donc vous voyez que ici, à travers cosinus θ, vous voyez que vous pouvez, ça mesure exactement la quantité de A qui va traverser cette surface. Très bien. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est ça. C'est que défi égale à module du premier, module du deuxième vecteur, c'est A ds par cosinus θ. Donc ça, c'était une révision, une révision, c'était une définition de ce qu'on appelle le flux d'un vecteur à travers une surface. Ça dépend de l'angle que fait le vecteur A avec le vecteur ds. Donc le ds, on va toujours représenter le vecteur ds dans le théorème de Gauss. Et l'angle entre les deux est toujours important. Alors maintenant, on va introduire une nouvelle grandeur qu'on appelle le vecteur excitation ou déplacement électrique. Excitation électrique ou déplacement électrique. Ce vecteur, on l'appelle D. Il est égal à epsilon fois E, enfin le champ électrique. Donc, le vecteur excitation est égal à epsilon fois E, le vecteur champ électrique. Et epsilon, c'est ce qu'on appelle, on l'avait défini, on a dit que c'était la permittivité du milieu. Donc, D, c'est le vecteur E, mais multiplié par les propriétés du milieu, les propriétés électriques du milieu. C'est ce qu'on veut dire. Alors, dans le vide, le epsilon, il prend la valeur epsilon 0, c'est celle du vide. Donc, D égale à epsilon 0 fois E. Alors, c'est quoi l'énoncé du théorème de Gauss? L'énoncé du théorème de Gauss. Donc, le théorème de Gauss, il a été énoncé en utilisant cette grandeur-là qui est l'excitation électrique D. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le flux du vecteur déplacement, donc le flux de D, du vecteur D, à travers une surface S fermée, entourant des charges QI, est égal à la somme de ces charges. Ça veut dire que si j'ai un endroit dans l'espace où j'ai un certain nombre de charges, par exemple ici j'ai représenté des charges électriques, j'ai des charges ici, 7 charges,
alors elles vont créer autour d'elles un champ électrique. Donc elles vont créer un vecteur D qui est epsilon 0 fois E. Donc si je prends une surface S et je calcule le fermé et que je calcule le flux de ce vecteur D à travers cette surface fermée, ce flux est donné par la somme de toutes les charges contenues à l'intérieur de cette surface. C'est ça le théorème, l'énoncé du théorème de Gauss. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va pas utiliser en fait D, le vecteur D, puisque nous, on est familier au champ électrique E. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais remplacer D par epsilon 0 fois E, dans le théorème de Gauss. Si je remplace ici D par epsilon 0 fois E, et je vais emmener le epsilon 0 de l'autre côté. Donc, je vais avoir de l'autre côté somme sur I, de I allant de 1 jusqu'à N de QI. Alors, la sommation ici porte sur le nombre de charges. Si par exemple ici j'ai 7 charges, donc ce sera Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 jusqu'à plus Q7. Donc, j'ai sommé toutes les charges. Donc, c'est la somme des charges divisée par epsilon 0. Vous êtes d'accord? Si je remplace ici D par epsilon 0 fois E, et que j'emmène epsilon 0 de l'autre côté, je vais avoir Q sur epsilon 0. Et là, je vais reformuler, je vais mettre le théorème de Gauss sous cette forme-là, parce que nous avons décidé d'utiliser le théorème de Gauss pour calculer le champ. Donc, la forme, l'énoncé du théorème de champ, du théorème de Gauss que je veux que vous reteniez, ce n'est pas cette formule en jaune, c'est cette formule qui est en bas, là. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, retenez bien le théorème de Gauss. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à l'intégrale de E scalaire ds. D'accord? Alors, pourquoi l'intégrale de E scalaire ds? Parce que tout à l'heure, regardez, dans la première diapo, on a dit que si je considère une petite surface ds traversée par le vecteur A, alors je vais pouvoir calculer un petit flux dφ égal à A scalaire ds. Maintenant, si j'ai une grande surface, comment je vais calculer le flux total à travers cette grande surface? Lorsque je vais faire l'intégrale. Donc, le flux total du vecteur A à travers toute la surface, c'est l'intégrale de dφ qui est phi. Et donc, je vais avoir l'intégrale de A scalaire ds. C'est pour ça que là, j'ai l'intégrale. Je calcule le flux entier en intégrant sur dφ. Donc, le flux à travers toute une surface, et il faut que ce soit une surface fermée. Ça ne peut pas être une surface ouverte, donc une surface fermée. Alors, donc l'intégrale du produit scalaire E scalaire ds, donc qui est tout simplement le flux élémentaire dφ, sur toute la surface qu'on appelle surface de Gauss. Et là, regardez, donc j'ai le symbole de l'intégrale, j'ai deux intégrales avec donc un cercle ici, donc une courbe fermée, c'est pour dire que je suis en train d'intégrer sur une surface. Ça veut dire que nous avons une double intégrale. Et c'est une surface qui est fermée. Vous avez vu en mathématiques les intégrales ou les mazal? Pas encore. Normalement, pas encore, madame. Pas encore. De toute façon, là, nous, on ne va pas avoir à faire de l'intégrale. Vous allez voir qu'en fait, on écrit une intégrale, mais on va choisir des surfaces de Gauss de sorte à ce qu'on ne va calculer aucune intégrale. Vous devez juste écrire ça. Phi, le flux du champ électrique à travers une surface de Gauss qui est fermée. Et la surface de Gauss, c'est une surface fictive, imaginaire. Alors, E scalaire ds, elle est donnée par la somme des charges contenues à l'intérieur de la surface de Gauss que divise epsilon 0. Donc, on va... Madame, Oui. la surface qui تكون un cercle نديرو cercle داخل l'intégrale تتبدل كي تكون carré زعما. Bon, suivez avec moi et après, je vais voir si vous allez reposer, si vous allez avoir... Normalement, vous allez avoir votre réponse. D'accord, pas vous-même. Alors, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous ai dit, imaginons que nous avons 7 charges, de Q1, Q1, Q2 jusqu'à Q7 ici, des charges ponctuelles, placées dans un endroit dans l'espace. Ces charges-là vont créer des champs électriques. Chaque charge va créer un champ électrique. Mais moi, je veux calculer le champ électrique total créé par ces charges dans l'espace.
Alors, avec les flèches ici en blanc, j'ai représenté c'est une représentation qualitative, كيفية. Hein. J'ai aucune idée comment il est le champ. Supposons que هذا هو le champ électrique partout dans l'espace. Alors, si je veux le calculer, si je veux appliquer le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si par exemple, je veux calculer le champ électrique ici, là où j'ai mis la flèche, il faut que je dessine une surface fictive. Je l'imagine. Je vais imaginer une surface. Il faut que cette surface soit fermée. Donc, imaginez une surface qui va renfermer toutes ces charges à l'intérieur. D'accord. Alors, c'est comme si vous avez pris un sac, et vous avez entouré avec ce sac toutes ces charges. Et vous avez fermé le sac. Donc, il faut que la surface soit fermée, qu'il n'y ait pas d'ouverture. Donc, vous avez enfermé toutes les charges à l'intérieur de cette surface. Et que cette surface, il faut qu'elle passe par l'endroit où je veux calculer le champ électrique. Donc, cette surface-là, je l'appelle surface de Gauss. D'abord, elle est fermée. Les propriétés de la surface de Gauss, c'est une surface qui est fermée. Elle est fictive, elle n'existe pas. Je vais l'imaginer. Et donc, si j'applique le théorème de Gauss, il va me dire, si je calcule le flux du vecteur, donc maintenant le A, c'est E. Le vecteur A, c'est E. Donc, j'intègre sur tout le flux. Donc, l'intégrale de dφ, c'est phi. Donc, c'est l'intégrale de E scalaire ds. D'accord? Donc, j'intègre sur toute la surface de Gauss. Ça veut dire, cette intégrale, il faut vraiment que je calcule le flux de E partout, sur tous les points de cette surface. C'est ce que ça veut dire l'intégrale de E scalaire ds. Je vais intégrer ce produit scalaire, je vais voir quelle est la sommation de E scalaire ds sur tous les points de la surface. Et on a dit que E scalaire ds, c'est E fois ds fois cosinus θ. Donc, je vais avoir plusieurs cosinus possibles, plusieurs θ possibles. Regardez ici, si je dessine ici le ds et je dessine ici le ds, dans deux endroits différents, l'angle θ sera différent. Donc, je vais avoir plusieurs possibilités de θ. En tout point de la surface, je vais avoir un θ à donner. Il faut que je somme tous les E fois ds fois cos θ. Et la sommation de tout ce flux, de tous ces produits scalaires, va me donner exactement la somme de toutes les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss que divise ε0. D'accord? C'est ça le théorème de Gauss. Il dit que le flux du champ électrique est égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss que divise ε0. Ok? Alors, vous ne pouvez pas considérer les charges qui sont à l'extérieur de la surface de Gauss. Non, c'est faux. Toutes les charges doivent être à l'intérieur de cette surface-là. Alors maintenant, on va faire des applications. D'abord, le théorème de Gauss, pour qu'on puisse le calculer facilement, ça veut dire à votre niveau, on va pas s'intéresser à n'importe quelle distribution de charges. ما راح نشوفوا توزيع تاع الشحن كيفي n'importe comment. Là. On va s'intéresser à des distributions de charges bien spécifiques qui présentent une certaine symétrie dans l'espace. ما عندهم تناظر. علاش? Pourquoi? Pour faciliter le calcul de l'intégrale. Je ne veux pas avoir à faire une intégrale. Je ne veux pas faire d'intégrale. Et je peux éviter de faire une intégrale si je choisis convenablement la surface de Gauss. Et donc, ça veut dire que je vais faire quoi? Je ne veux pas avoir un cosinus θ qui varie entre 0 et 2π. Je ne veux pas avoir une multitude de θ. Donc, je vais choisir la surface de Gauss de sorte à ce que ça me facilite le calcul de l'intégrale. Alors, prenons par exemple, on va voir que la surface de Gauss va dépendre de la distribution de charges. Comment est la distribution de charges? Alors, on va prendre le premier exemple. C'est l'exemple d'un plan infini chargé. Donc, imaginez que vous avez une feuille. Il faut qu'elle soit conductrice, d'accord? Une feuille conductrice. Par exemple, une feuille métallique, d'accord? Imaginez devant vous une feuille métallique. Et je vais dire infini. Pourquoi je dis infini? En fait, infini, bien sûr, en pratique, on ne peut pas avoir un plan infini. La montagne. D'accord, de dimension infinie, c'est impossible. Donc, c'est juste que
lorsqu'on va calculer le champ électrique, on va calculer le champ électrique à une distance de ce plan qui est très petite devant les dimensions de la plaque métallique. Donc, par exemple, je prends une plaque métallique de dimension égale à, par exemple, 10 cm sur 10 cm. D'accord? 10 cm de côté. Alors, je vais calculer le champ électrique que je vais calculer. Je vais le calculer, par exemple, à 1 cm de la surface. De sorte à ce que 1 cm soit petit devant 10 cm. Ou par exemple 1 millimètre. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, il est infini. En fait, je ne vais pas être infini, mais je vais considérer qu'il est infini. Un peu plus tard, je vais te dire pourquoi on va le considérer infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger la surface de ce plan. En cours, je vous ai dit comment on peut charger. Dites-moi comment on peut charger la surface d'une plaque métallique. نجيبو une pile par exemple. Par Voilà. exemple, avec Une une... pile de fil. vous avez, Et de... je pense... Est-ce que vous avez fait le TP à la cuve? Il y a des gens Pas qui... encore, madame. Bon, كاين اللي نورمالمون دارو كاين اللي ما Le دارو. groupe 1 et 2, ce groupe تاعهم داروا حنا pas encore la semaine الجاية. très bien. Quitte le TP à la cuve, on va vous donner des conducteurs et vous allez les charger en utilisant un transformateur. D'accord. Donc, une source de courant, ça veut dire une source de charge. Je maintiens une source de tension. Une source de tension, elle vous donne une décharge électrique. Parce que l'énergie électrique, ce sont les charges électriques qui la transportent. Donc, imaginez que vous allez charger la surface de cette plaque avec des charges positives. Donc, en la reliant à la bande positive d'une pile, par exemple. Si vous maintenez la liaison entre la bande plus la pile et cette plaque, par exemple avec un fil électrique, la tension, je veux dire le potentiel, quand je vous dis la tension, ça veut dire le potentiel. La tension électrique, c'est le potentiel. Tawatur. Tawatur wal courant. Le potentiel électrique de cette plaque, il sera constant. Si par exemple vous avez une pile de 12 volts, donc cette plaque-là sera portée à V égale à 12 volts. Vous êtes d'accord? Donc, Oui. comme c'est une charge positive, donc le potentiel sera positif et il sera constant. Donc, comment je vais appeler la surface de cette plaque-là? Comment je peux l'appeler? Je peux l'appeler une surface. Si le potentiel est constant en tout point de cette surface, je l'appelle une surface. Parce qu'on a fait la topographie du champ électrique. Comment on appelle les surfaces dont tous les points sont portés au même potentiel? Allez, allez. Surface équipotentielle. Très bien. En surface, une surface équipotentielle. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Supposons que la charge totale, si je somme toutes les charges, la charge totale portée par cette plaque, c'est Q majuscule. D'accord? Et la surface totale de cette plaque, si je calcule la longueur fois la largeur, j'obtiens une surface. La surface de cette plaque égale à grand S. Si je fais le produit grand Q, donc Q majuscule sur S, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver la quantité sigma que j'ai définie en cours. On l'appelle densité de charge surfacique. كثافة الشحن السطحية. كثافة سطحية. Alors, c'est une constante. C'est une constante. Si vous prenez toute la charge qui est portée par la plaque, vous la divisez par toute la surface, vous allez trouver sigma. Et comme c'est une plaque conductrice, nous allons avoir une distribution de charge uniforme. Je vous pose la question. Si maintenant si je prends uniquement la moitié de la surface et que je calcule le nombre de charges qui est porté par la moitié de la surface, combien je vais trouver pour la charge? Si je prends que la moitié de la surface, à quoi sera égale la charge? La moitié aussi. Très bien, ce sera la moitié. Si je prends le huitième de la surface, elle va porter le huitième de charge. C'est ce qu'on appelle la distribution de charge uniforme, توزيع منتظم. Ça veut dire toujours, lorsque vous allez diviser Q sur S, vous allez trouver une constante.
D'accord? La moitié de la charge divisée par la moitié de la surface. Le 1,5 part avec le 1,5. Vous allez trouver toujours Q sur S et vous allez trouver sigma. D'accord? Donc, très important dans le théorème de Gauss, donc ici, sigma, c'est ce qu'on appelle la densité de charge surfacique, c'est le rapport entre la charge totale portée par la surface divisée par la surface de la plaque. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux? Mon objectif, c'est utiliser le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique créé par cette distribution de charge. Je répète, on ne peut pas utiliser la loi de Coulomb, E égale à KQ sur R au carré. Parce que ici, je n'ai pas affaire à une charge ponctuelle. J'ai affaire à une distribution de charge. Alors, et là, qu'est-ce que je vais faire? Pardon. La première chose dommage que je ne puisse pas utiliser le fichier PowerPoint parce qu'il y a l'animation et c'est très intéressant. Sinon, seulement avec l'enseignement à distance là et les connexions qui ne sont pas très bonnes, quand je fais l'animation de mon côté, vous n'avez pas l'image instantanément, ce qui fait qu'on aura toujours un décalage. Et donc, je vais j'ai utilisé le PDF. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour utiliser le théorème de Gauss, je dois savoir tracer les lignes de champ. Ça veut dire que je dois connaître la direction et le sens du champ électrique dans toutes les régions de l'espace. Avez-vous compris? Je ne peux Oui, madame. appliquer le théorème de Gauss que si je connais la direction et le sens du champ. Si je ne le connais pas, je ne peux pas utiliser le théorème de Gauss ici. OK? Pourquoi, d'après vous? C'est pour le θ, le fameux θ. D'accord? Donc, parce que ici, je peux dessiner le ds. Le ds, il est perpendiculaire à la surface qui porte la charge. Mais je dois connaître comment il est le E. Le A de tout à l'heure, vous voyez? Je dois savoir comment il est dirigé le E. Pour que je puisse savoir à quoi est égal l'angle θ. Si je ne connais pas l'angle θ, comment je vais faire un moelle intégral? Je ne peux pas. Je ne peux pas appliquer le théorème de Gauss. Donc, une condition pour pouvoir appliquer le théorème de Gauss, il faut que je connaisse la direction et le sens du champ électrique qui est créé par cette distribution de charge. Il restera le module. Le module, c'est le théorème de Gauss qui va me donner. Donc, je répète, le théorème de Gauss, il vous permet de calculer le module du champ électrique. Mais la direction et le sens, normalement, vous êtes supposé la connaître. Et on choisit des distributions de charges de sorte à ce qu'on puisse connaître au préalable la direction et le champ et le sens de E. Donc, qu'est-ce que je veux? La direction et le sens de E, il faut que je trace les lignes de champ. C'est ce que ça veut dire. Parce que les lignes de champ, elles portent le champ électrique. Donc, pour tracer les lignes de champ, je vous ai dit en cours, quand on a fait la topographie. Je ne peux, même quand vous allez faire le TP, ils vont vous demander de tracer les lignes de champ. Mais vous n'allez pas pouvoir le faire avant de dessiner les surfaces équipotentielles. Il faut d'abord dessiner les surfaces équipotentielles pour dessiner les lignes de champ. Alors, si maintenant je vais dire, allez, là par exemple, avant de dessiner les lignes de champ, là, avant de dessiner les équipotentielles, est-ce que vous pouvez me dire, comme ça d'après vous, comment seront les lignes de champ? Comment sera le champ électrique créé par ces distributions de charge? Quelle est sa direction par rapport au plan qui porte le charge? Sortante. Il sera sortant parce que la charge, elle est Positif. positive. Et la direction Positif. Théo, sa direction, ça c'est le sens, sa Plus direction, fort. mais il faut. Mais oui, mais la direction, il faut me donner l'angle θ. Comment c'est? P sur 2. Pi sur 2 par rapport à quoi? Par rapport à la surface du plan. Très bien. En fait, c'est comme ça, mais on va vous démontrer. D'accord? On va vous démontrer. Alors, qu'est-ce que je fais? Généralement, pour dessiner les lignes de champ, il faut toujours dessiner les équipotentiels. Donc, on a dit que mon plan qui porte le charge, c'est une équipotentielle. Parce que son potentiel est constant. Alors, supposons que le potentiel, c'est 12 volts. D'accord. Si je cherche où est l'équipotentiel V1 qui est égal à 10 volts, où est-ce qu'elle sera?
نحطو بزوج. 10 volts, elle sera, l'équipotentiel 12 volts aura la même forme que la plaque, n'est-ce pas? Là, regardez, je l'ai dessiné. Je suppose que c'est V1. Si V0 c'est 12 volts, V1 c'est 10 volts. C'est inférieur à, donc 10 inférieur à 12. Donc le 10 volts, il aura la même forme que le plan. Je vous ai dit en cours. Les équipotentiels prennent les mêmes formes que le conducteur qui porte la charge. Donc ici, si par exemple, je dis que c'est à 2 cm, par exemple, c'est à 2 cm. Allez, à 2 cm, je trouve un potentiel de 10 volts. Tous les points qui sont distants de 2 cm de la plaque auront le même potentiel qui est égal à 10 volts, par exemple. Êtes-vous d'accord? Oui. Très bien. Et ça, c'est valable des deux côtés de la plaque, parce que les deux côtés de la plaque, ils sont chargés, n'est-ce pas? Donc, 2 cm en haut, je trouve des 10 volts, et 2 cm en bas, je vais aussi trouver 10 volts. Si je cherche, par exemple, l'autre équipotentiel 8 volts, je vais, par exemple, monter encore de 1 cm, et je vais trouver que la forme de l'équipotentiel, elle aussi, elle est plane, parallèle à la plaque conductrice. Et ce sera aussi des deux côtés. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'aille à l'équipotentiel V égale l'infini, elle est à l'infini. À l'infini, le potentiel, il est nul. Parce que je ne ressens plus l'effet des charges. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui, Donc, madame. les plaques que j'ai dessinées ici, ce qu'on appelle les surfaces équipotentielles. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, étape numéro 1, il faut tracer les lignes de champ. La méthode à suivre, on va dessiner les surfaces équipotentielles. Elles prennent la même forme que celle de la surface matérielle sur laquelle les charges électriques sont distribuées. Dans ce cas, les surfaces équipotentielles sont des plans parallèles à ce plan qui porte à la plaque conductrice. Maintenant, il faut dessiner les lignes de champ. Comme on l'a dit, comment on dessine les lignes de champ? Comment sont les lignes de champ par rapport aux surfaces équipotentielles? Perpendiculaire. Perpendiculaires. Perpendiculaire. D'accord. Ça, on va y faire en TP. Donc, à chaque fois que je veux dessiner les lignes de champ, il faut que je les dessine perpendiculairement aux surfaces équipotentielles. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on fait? On dessine d'abord les surfaces équipotentielles, parce que c'est rien, on sait comment les dessiner. C'est la même forme que la surface conductrice. Et donc, les lignes de champ traversent perpendiculairement les surfaces équipotentielles. Donc, les lignes de champ sont perpendiculaires au plan qui est chargé. Alors, je vais dessiner. Là, j'ai dessiné les lignes de champ en rouge. Donc, comme a dit votre camarade, ils doivent être sortants, ils doivent sortir de la charge positive, parce que c'est une charge positive. Ils traversent perpendiculairement tous ces plans. Donc, eux, si je dis que voilà le vecteur unitaire, si je définis le vecteur unitaire J ici qui est vertical, dirigé vers le haut, donc le champ électrique, les lignes de champ sont parallèles à J. Seulement, le sens des lignes de champ est différent des deux côtés de la plaque. Pourquoi? Parce que il doit être sortant des charges positives. Donc, en haut de la plaque, les lignes de champ sont orientées vers le haut, mais au bas de la plaque, du côté inférieur, comment sont les lignes de champ? Elles doivent être dirigées vers le bas parce qu'elles doivent sortir de la charge positive, parce qu'elle est sortant. Donc, ici, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que le champ électrique E, il est porté par l'axe Y', OY. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, madame. Très bien. Donc, tout ça, c'est une étape nécessaire, mais vous n'êtes pas obligé de dessiner, lorsque vous êtes dans un exercice, vous n'êtes pas obligé de dessiner les surfaces équipotentielles et tout ça. Il suffit juste d'imaginer. Vous dites, allez, le plan, c'est une surface équipotentielle. Donc, toutes les équipotentielles sont aussi des plans qui sont parallèles à ce plan-là. Donc, vous dites, allez, je vais dessiner un champ électrique. Il suffit de dessiner un seul vecteur. On n'est pas obligé de dessiner tout ça. Moi, je l'ai fait pour le cours. Mais dans les exercices plus tard, on va dessiner un seul vecteur champ électrique. Donc, ici, un seul vecteur. Donc, regardez, du côté supérieur, j'ai dessiné un vecteur champ dirigé vers le haut. Et du côté inférieur, j'ai dessiné un vecteur champ électrique dirigé vers le bas.
Et j'ai ici le O, donc l'origine de l'axe Y', c'est ici O, donc c'est Y égale à O, c'est au niveau de la plaque conductrice qui porte la charge. C'est bon? Vous suivez là? Oui. Très bien. Donc, c'est ça la première étape à faire. Il faut dessiner le champ électrique créé par la distribution de charge dans l'espace. Alors, pourquoi, là, je reviens sur le fait qu'on ait choisi un plan infini. C'est parce que, en fait, le champ électrique dans les bords, le champ électrique, il n'a pas cette direction. D'accord? Donc, les lignes de champ vont être courbées. C'est pour ça donc, pour ignorer ce qu'on appelle l'effet de bord. Parce que le bord n'obéit pas à ça. Pour ignorer l'effet de bord, on dit voilà, cette plaque, elle est infinie, je ne vois pas les bords. D'accord? Et lorsque je vais calculer le champ électrique, je vais le calculer très près de la surface de cette plaque. D'ailleurs, dans le chapitre 2, les conducteurs, vous allez voir que en fait, le théorème de Gauss, on l'utilise beaucoup pour calculer, en fait, c'est beaucoup plus pour calculer la capacité d'un condensateur mukathifa. D'accord. والمكثفة عندها des armatures qui portent les charges électriques, c'est des plaques qui portent les charges électriques. Et la distance entre les deux plaques est très très petite. La distance qui sépare les plaques, elle est très petite devant la surface des plaques. C'est pour ça que on dit voilà les infinis. Donc, étape numéro 1 faite. On a dessiné le champ électrique. Donc, vous, plus tard, vous allez deviner tout seul le comment est le champ électrique en faisant un raisonnement sur les surfaces équipotentielles. La deuxième étape, choisir la surface de Gauss. Alors, la surface de Gauss, donc, qu'est-ce que je vais dire? Supposons maintenant, je veux calculer le champ électrique partout dans l'espace. Donc, par exemple, pour un point M de l'axe des Y. Par exemple, pour M, de sorte à ce que OM égale à Y. Un point ici, par exemple. Je veux calculer le champ électrique ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je dessine une surface de Gauss qui va passer par ce point-là, d'accord? Une surface fermée. Et cette surface doit traverser le conducteur ici plan. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle contienne des charges à l'intérieur. Parce que s'il n'y a pas de charges à l'intérieur de la surface de Gauss, je vais revenir au théorème de Gauss tout à l'heure. Alors, théorème de Gauss, regardez, il dit que si vous voulez calculer le champ, je vous calculer le flux du champ à travers la surface de Gauss, elle est égale à la somme des charges qui est à l'intérieur de la surface de Gauss que divise ε0. Donc, si j'ai zéro charge à l'intérieur de la surface de Gauss, ça veut dire que le champ électrique, il est nul. Donc, si je veux calculer le champ électrique, j'ai intérêt à choisir une surface qui va contenir des charges. Donc, je vais choisir. Donc, l'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est de prendre comme surface de Gauss une surface équipotentielle fermée dont le vecteur ds est linéaire à E et en tout point de cette surface et le module de E est constant. Alors, il faudrait que cette surface contienne une quantité de charge qui est non nulle. Donc, si je veux calculer le produit scalaire E scalaire ds, il faudrait, l'idéal, c'est que cosinus θ soit égal à quoi? Comme si vous voulez maximiser le flux du vent à travers le cerceau. Comme vous avez, le θ doit être égal à quoi? 0. Très bien. Donc, il faudrait que la surface de Gauss, qui تكون perpendiculaire à E. معناتها le ds de la surface de Gauss يكون parallèle à E. هذا واش قلنا. Il faut donc et pour que ds soit parallèle à E, il faudrait donc le ds هذا donc la surface اللي ناخذها لازم تكون équipotentielle. Pourquoi? Parce qu'on a dit que E traverse perpendiculairement les équipotentiels. Donc cette surface de Gauss doit être une équipotentielle. Donc elle doit être parallèle à ce plan. Donc ds et E seront linéaires. Et il faudrait aussi que le champ électrique E soit constant sur toute cette surface. Parce que lorsque vous avez dans une intégrale,
il va y avoir, tout à l'heure, lorsque je vais faire le produit scalaire EDS, je vais avoir le module de E, module de DS, soit cosinus θ. Alors, je vais m'arranger à ce que le module de E soit constant sur la surface à l'H pour pouvoir le faire sortir de l'intégrale. Vous savez que quand vous avez une constante à l'intérieur de l'intégrale, elle peut sortir de l'intégrale. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme surface de Gauss? On va choisir un cylindre. Et je vais vous dire pourquoi un cylindre. Alors, on va choisir un cylindre, donc la surface de Gauss, la surface en bleu ici. On va choisir un cylindre qui va traverser perpendiculairement ce plan qui porte une charge. Alors, pourquoi il doit traverser le plan? Pour qu'il puisse contenir des charges à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi que ce cylindre, à l'intérieur de ce cylindre, il y a des charges? Oui. Très bien. Oui. Parce que s'il ne contenait pas des charges, l'intégrale serait égale à nul. Je n'aurais pas calculé un champ. Il faut vraiment que je prenne des charges de ce plan-là. Regardez l'intérêt de... Donc, qu'est-ce que vous avez? Alors, alors d'abord, c'est une surface fermée. Il faut qu'elle soit fermée. Alors, imaginez si j'avais pris uniquement une surface en haut. Alors, j'ai pris une surface circulaire en haut et une surface circulaire en bas. Pourquoi j'ai pris des surfaces circulaires? Alors, d'abord, elle est plane et parallèle au plan. Pourquoi? Pour regarder, j'ai dessiné les DS, les vecteurs DS. On a dit que le vecteur DS est perpendiculaire à la surface de Gauss. Donc, la surface qui est en haut, son vecteur DS, il lui est perpendiculaire. Donc, l'angle, il sort de cette surface. Donc, l'angle que fait DS1 avec E est égal à quoi? 0. 0. Très bien. Donc, j'ai calculé le θ. Très bien. Alors maintenant, quelqu'un veut dire, mais pourquoi, madame, vous n'avez pas pris une surface carrée? Si je prends une surface carrée, je vais avoir le problème, tu as les pointes. D'accord? Les coins tu as le carré. Les coins du carré me posent un problème parce qu'en électrostatique, on va le voir dans le chapitre 2, il y a ce qu'on appelle l'effet de pointe. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les pointes? En fait, les charges électriques, quand ils vont se positionner dans une surface, elles ont une préférence pour les pointes. Donc, dans les coins, je vais avoir une distribution de charge supérieure qu'ailleurs. Donc, la distribution de charge ne sera pas uniforme. Donc, je vais éviter les coins. En plus, dans le coin, comment je vais dessiner le DS dans le coin? D'accord. Alors, le DS1 ici, là, il est vers le haut. Alors, je vais prendre la même chose ici, en bas. Parce que c'est une surface fermée. Il faut que je ferme la surface de Gauss. Donc, en bas, le DS, il est dirigé vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il doit sortir. DS, il sort de la surface de Gauss. Donc, le DS, j'appelle le DS3. Le DS3, lui aussi, il est parallèle à E. L'angle entre les deux est égal à 0. Et imaginez, si la surface, si S1 et S3 étaient carrés, quand je vais relier la surface S1 et la surface S3, je vais la fermer parce qu'il faut refermer la surface. Alors, quelle aura la forme de la surface Hada? Elle aura la forme de quoi? Comment on appelle ça? D'un parallélépipède, n'est-ce pas? Ok. Oui. Et la forme Hada, si je veux dessiner le vecteur DS sur le côté latéral Hada, comment elle sera? Les coins, là où j'aurai des coins ici. Comment je vais dessiner le DS? Comment je vais dessiner un vecteur DS perpendiculaire à un coin? C'est difficile. D'accord? Donc, l'idéal, c'est de prendre une surface circulaire en haut, circulaire en bas, parce que quand je vais relier ces deux surfaces pour fermer la surface, je vais obtenir un cylindre et la surface latérale du cylindre, elle est donc son DS, que j'appelle le DS2, je sais, il sera le même partout, n'est-ce pas? Je n'ai pas de coin. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, madame. Très bien. Donc, on évite toujours de prendre dans les surfaces de Gauss des coins. On ne peut pas prendre des coins. On peut prendre parce qu'on ne sait pas dessiner le DS. Donc, on prend des courbes, d'accord? Généralement, c'est circulaire. Il n'y a pas mieux que le circulaire. Ça m'évite les coins.
Donc, c'est un cylindre. C'est comme ça. Donc, c'est toujours le cas. Si on vous donne un exercice, on vous donne, voilà, calculer le champ électrique créé par une distribution de charge sur un plan infini, vous allez prendre comme surface de Gauss un cylindre qui va traverser perpendiculairement ce plan-là. Alors, donc vous voyez que cette surface-là, on va voir qu'elle va me faciliter beaucoup le calcul du flux du champ électrique. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la surface S1 qui est égale à la surface S3, donc est égale à pi r au carré. Et la surface S2, alors surface S2, c'est la surface équilatérale. Euh, vous allez voir que j'aurai même pas besoin de la calculer. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le théorème de Gauss. D'accord. Donc, étape numéro 3. Donc, on a dit étape numéro 1, on a dessiné le champ électrique E partout dans l'espace. Étape numéro 2, nous avons choisi la surface de Gauss. Et étape numéro 3, nous allons appliquer le théorème de Gauss. Alors, j'ai réécrit ici le théorème. Donc, phi, c'est l'intégrale sur toute la surface de Gauss du produit scalaire E scalaire ds. Il est égal à la somme de toutes les charges contenues à l'intérieur de la surface de Gauss que divise epsilon 0. C'est l'écriture. Vous devez l'apprendre par cœur. On vous demandera d'écrire le théorème de Gauss. Alors, on va commencer par calculer la première partie du théorème, qui est le calcul de l'intégrale, ou le calcul du flux, si vous voulez. Alors, le flux, donc c'est l'intégrale sur toute la surface de Gauss. Ça veut dire que je dois sommer le E scalaire ds sur toute la surface de Gauss. Et là, je vois que la surface de Gauss est constituée de 3 surfaces différentes. Donc, ce produit scalaire, lorsque je vais intégrer, je somme. Donc, je vais sommer sur les 3 surfaces différentes. Donc, ce sera l'intégrale de E scalaire ds1 sur toute la surface S1. Je vais sommer sur toute la surface S1 plus l'intégrale de E scalaire ds2 sur toute la surface ds2. Je vais sommer tout ce flux, je m'accumule le flux sur la surface S2 latérale, janibiyya, plus l'intégrale de E scalaire ds3 sur toute la surface S3, la surface circulaire inférieure. Êtes-vous d'accord? Oui, madame. Oui. Très bien. J'ai 3 surfaces différentes, donc je divise mon intégrale. Donc je vais avoir la sommation de 3 intégrales. Alors, je vais m'intéresser d'abord à l'intégrale de E scalaire ds2. Qu'est-ce que je remarque? Regardez que fait l'angle entre ds2 et E. 90. 90. Donc, à quoi est égal le produit scalaire E ds2? 0. Très bien. Qu'est-ce qui est nul? Ce n'est pas E, ce n'est pas ds2. C'est quoi? C'est le Cos θ. cos θ. Très bien. Θ entre les deux, c'est pi sur 2, donc cos θ égale à 0. Donc, parce que E est perpendiculaire à ds. Donc, vous avez vu, donc l'intégrale sur ds2, il va partir. Il n'a aucun intérêt. Très bien. Alors, il me reste les deux intégrales, l'intégrale sur ds1 et l'intégrale sur ds3. Qu'est-ce que je vois? Je vois que E est pareil à ds1 et E est aussi pareil à ds3. Alors, cette surface de Gauss, je vais la choisir. La plaque qui porte la charge, elle coupe symétriquement le cylindre. Ça veut dire que ça veut dire la distance. Elle coupe en deux le cylindre. Donc, si je vous dis à quoi est égal le module de E sur la surface S1, d'après vous, est-ce qu'il sera différent du module de E sur la surface S3? Normalement, non. Normalement, non, parce qu'il y a une symétrie. D'accord? Parce qu'il y a une symétrie. Si le plan coupe en deux le cylindre, ça veut dire E, le module de E sur ds1 est égal au module de E sur ds3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il n'y a que quelques personnes qui interagissent, et les Oui. autres. Très bien. Donc, ça veut dire que, et comme l'angle entre les deux, E et ds1, c'est 0, donc cos 0, c'est 1, et E avec ds3, c'est 0, donc cos 0, c'est 1, donc l'intégrale de E ds1, il va être égal à l'intégrale de E sur scalaire ds3, n'est-ce pas? C'est identique. Le même angle, le même module de E et la même surface. Donc,
l'intégrale, je vais donc l'écrire. Alors là, je me suis trompée là. C'est pas S2 ici, c'est S1 ou là S3. D'accord. Donc, ce sera quoi? Le module de E, module de ds, fois cosinus 0. Donc, et comme E, autre chose, d'après vous, sur la surface S1, est-ce que le module de E va changer lorsque je vais me balader sur la surface S1? Oui, madame. Donc, est-ce que Non, est-ce qu'il va changer le module de E? normalement constant. Normalement constant, allège, parce qu'elle est parallèle au plan qui porte la charge. N'est-ce pas? Et comme j'ai une distribution de charge uniforme, je m'attends à ce que le champ ici soit le même ici. Parce que, d'accord, parce que S1 est parallèle au plan. D'accord? Logiquement. Comme c'est un plan infini, donc en principe, le module du champ électrique, il est le même sur toute la surface S1. Et c'est aussi, il va rester aussi constant sur toute la surface S3. Pourquoi il va changer? D'accord? Imaginez ici, si par exemple à 1 cm de la plaque, je vais calculer un champ ici. Et si je vais de l'autre côté et et je monte de 1 cm, je m'attends à ce que le champ électrique soit le même. C'est à cause de la distribution de charge uniforme et de la symétrie. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui, madame. Très bien. Donc, ça veut dire que lorsque je vais intégrer sur S1, ou là je vais intégrer sur S3, intégrer sur S1 ou là S3, ça veut dire se balader sur toute la surface. Ça veut dire sommer tout ce qu'il y a, sommer la quantité qui est là sur toute la surface. Donc, E, il est constant quand j'intègre sur la surface S1, donc je peux le sortir de l'intégrale. Donc, lorsque je vais sortir cosinus 0, c'est 1. Donc, lorsque je vais sortir E de l'intégrale, il me reste l'intégrale de ds sur S1. Je répète là si j'ai fait une erreur. Alors, l'intégrale de ds sur S1 ou sur S2 est égale à quoi? L'intégrale de ds, c'est S. D'accord? L'intégrale de ds, c'est S. Et donc, c'est S1 qui est égal à S3. D'accord? Êtes-vous d'accord? Oui, madame. Très bien. Donc, vous voyez que je n'ai fait aucune intégrale. Pourquoi? Parce que j'ai choisi la surface de Gauss, de sorte que est-ce que θ, il est constant sur la surface de Gauss. Là, il est constant. θ est toujours égal à 0. Et là aussi, θ est toujours égal à 0. Et sur la surface latérale, θ égale à pi sur 2. Donc, le θ, je le connais. Et E, il est constant sur la surface de Gauss. Je l'ai fait sortir de l'intégrale. L'intégrale de ds égale à S. Il n'y a aucune intégrale à faire dans le théorème de Gauss. Alors, donc ça veut dire je reviens au flux. Donc, flux, c'est la sommation de deux intégrales qui sont identiques. Donc, et l'intégrale, c'est E fois S. Ouais. Et donc, je vais avoir 2 fois ES. Alors, donc, phi, qui est égal à 2 fois ES, est égal à quoi? Somme sur I de QI sur epsilon 0. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est la somme sur I de QI. Je vais calculer à quoi est égale la charge électrique, la somme des charges électriques qui est contenue à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, regardez, je l'ai mis ici. Je l'ai encadré. Alors, où est-ce qu'elles sont les charges à l'intérieur de la surface de Gauss? Elles sont là. Quelle est la surface qui porte ces charges-là? C'est une surface circulaire. Êtes-vous d'accord? Imaginez votre cylindre qui coupe le plan. D'accord? Quand ce cylindre coupe le plan, prenez un verre à côté de vous. Qu'est-ce Prenez un verre cylindrique. D'accord? Lorsque vous posez le verre sur la table, alors l'intersection entre... Imaginez que le verre traverse la table. Le Castelma, il traverse la table. L'intersection entre le verre et la table, la surface, elle est comment? Circulaire. Circulaire. Donc, regardez à l'intérieur de votre verre. Si je vous demande de calculer des charges électriques qui sont contenues dans cette surface circulaire, vous me dites, alors, on connaît sigma. On connaît sigma. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous dis? Je vous ai dit sigma, c'est, je reviens à la première diapo.
sigma égale à Q sur S. Donc, si je veux calculer la charge Q, il suffit que je multiplie sigma fois la surface. Donc, si la charge portée par une surface est égale à sigma fois la surface. Donc, je reviens à la surface de Gauss qui porte la charge. Je n'ai qu'à multiplier sigma par cette surface S, qui est égale à quoi? Qui est égale PR au à carré. S1, très bien, qui est S1 et qui est aussi S3. Ok, puisque j'ai appelé, regardez ici, puisque S1 égale à S3, je l'ai appelé S. Donc, c'est la même surface. Donc, la charge ici, qui est à l'intérieur de la surface de Gauss, c'est sigma fois S. Et donc, je vais remplacer dans le théorème de Gauss en haut, je vais remplacer somme sur I de QI fois sigma fois S. Et là, donc, ce sera sur epsilon 0. Donc, là, je rassemble le théorème. Donc, phi, qui est égal à 2 fois E fois S, c'est là, est égal à somme sur I de QI, donc sigma S, divisé par epsilon 0. Et comme c'est la même surface ici et là, donc, ça va être simplifié. Et je vais obtenir le champ électrique E égal à sigma sur 2 epsilon 0. Avez-vous compris? Oui, madame. Vous avez des questions Oui. jusque-là? Non? Non. Très bien, Normalement, non. très bien. Donc, vous, qu'est-ce que vous voyez? J'ai obtenu une formule qui me donne le module de E. Sigma, c'est une constante. On vous la donne, la Torah. Epsilon 0, c'est la permittivité du vide. On la connaît. Donc, je peux calculer le champ électrique. Qu'est-ce que vous remarquez? Le module du champ. Qu'est-ce que vous remarquez pour le champ électrique? La première remarque, est-ce qu'il dépend de Y? Est-ce qu'il dépend de la position où je veux calculer le champ? Non. Non. Sigma est une constante, epsilon 0 est une constante. Donc, la première conclusion ici, c'est que le champ électrique créé par une charge distribuée uniformément sur un plan infini est une constante. En fait, elle est constante tant que je considère que le plan est infini. Pour le considérer infini, il faut que là où je calcule le champ, donc Y où je calcule le champ, soit très petit devant les dimensions de la plaque. D'accord? Donc, je vais dire que cette approximation, elle est valable jusqu'à une certaine limite. D'accord? Jusqu'à une certaine limite. Donc, ça veut dire au voisinage. En fait, c'est ce qu'il veut dire. En fait, il veut dire au voisinage du plan, de ce plan-là, qui est chargé, le champ électrique sera constant. Pour Y égale à 1 mm, ce sera le même que pour 2 mm, que pour 3 mm, pour 4 mm. Mais si je prends une plaque de dimension, par exemple, 10 cm et je vais calculer le champ à 10 cm de hauteur, ce ne sera pas constant. OK? Parce que dans ce cas-là, l'hypothèse de la plaque, de la distribution de charge sur un plan infini n'est plus valable. D'accord? Donc, elle est valable si je calcule le champ au voisinage de la surface. Donc, ici, E égale à sigma sur 2 epsilon 0. Ce résultat-là, je veux que vous l'appreniez par cœur. لازم تكونوا تعرفوه كما تعرفوا le poids égale à mg. تعرفوا la force du poids égale à mg. Et bien, لازم تعرفوا que le champ électrique créé par un plan uniformément chargé, E égale à sigma sur 2 epsilon 0. OK? D'accord? Vous m'avez bien reçu. Oui, La prochaine fois, c'est oui. comme le champ E égale à Shhal, le champ créé par un plan. Si je n'ai aucune réponse, je vais passer, je vais pas donner de réponse. Je vais considérer que le cours a été fait. Parce que là, il faut vraiment que vous reteniez là. Je sais que je ne travaille pas avec tout le monde dans la section. Je travaille avec quelques-uns. Et c'est à cause de ces quelques-uns que je suis là ce matin. Sinon, j'aurais enregistré le cours en vidéo, d'accord? Mais c'est pour les gens qui sont là, qui sont en train de répondre, que je suis là ce matin. Et je veux travailler avec ces gens. Parce que eux, ils veulent travailler. Alors, Merci, madame. je vous en prie. Merci. Donc, le théorème de Gauss me dit le module de E. Mais Anaya, pour que je puisse répondre correctement, complètement, la réponse complète à déterminer le champ électrique, c'est donner la direction et le sens.
parce que c'est une quantité vectorielle. Donner le module n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est la touche finale. OK. Je sais que le champ électrique, je regarde le champ électrique, je regarde la direction et son sens. Il est porté par l'axe des Y. Ça veut dire que E, le vecteur E, il aura une seule composante suivant J. Il n'a pas de composante suivant I. Donc, c'est quelque chose fois J. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que pour le côté des Y positifs, en haut, E est dirigé dans le même sens que J. Donc, si je dois l'écrire en vecteur, c'est plus le module de E fois J. Donc, ici, sigma sur 2 epsilon 0 fois J. Mais du côté inférieur, pour les Y négatifs, le champ il est dirigé vers le bas. Donc, c'est le sens inverse de J. Donc, je dois mettre une composante négative du champ. Donc, je mets moins le module de E moins sigma sur 2 epsilon 0 fois J. Donc, ça, c'est l'écriture du champ électrique dans tout l'espace. Dans tout l'espace, le champ créé par un plan uniformément chargé. Alors, le théorème de Gauss, je vais vous dire une chose. Donc là, ça vous semble un peu lent parce que j'explique trop. Mais une fois que vous allez avoir fait beaucoup d'exercices, vous allez faire les choses plus rapidement. Et je vous dis, donc l'intérêt, donc un théorème de Gauss, on l'a utilisé pour calculer les champs. C'est bon, on l'a calculé. Mais l'intérêt final, en fait, l'objectif final de tout ce cours, c'est qu'on va l'utiliser dans le chapitre 2 pour les conducteurs. Et pour les conducteurs, ce qu'on veut, c'est avoir une relation entre le potentiel et la capacité d'un conducteur. Et donc, si je veux le potentiel, j'ai besoin du champ. C'est ça. Donc, le théorème de Gauss, je l'utilise pour calculer les champs et pour que je puisse déduire le potentiel à partir du champ. Le théorème de Gauss ne me permet pas de calculer le potentiel directement. Je ne peux pas dire, allez, je vais utiliser V égale à KQ sur R. Non. Je ne peux pas dire V égale à KQ sur R. KQ sur R, c'est si je l'utilise pour une distribution de charge ponctuelle, pour une charge ponctuelle. Mais pour une distribution de charge, comme ça sur un plan, V n'est pas égal à KQ sur R. Ah, donc qu'est-ce que je vais faire? On a utilisé le théorème de Gauss pour calculer le E. Et maintenant, je vais déduire le potentiel à partir de E. Donc, je vous ai donné en cours la relation qui relie le potentiel au champ électrique. Donc, c'est dV égale à moins E scalaire dL. Enfin, je vous ai donné deux relations. Relation entre E et V. E égale à moins gradient de V. Et dV égale à moins E scalaire dL. Donc, cette relation, je l'utilise lorsque je connais E et je cherche V. Donc, j'écris que dV égale à ce qu'on appelle E scalaire dL, c'est ce qu'on appelle la circulation du champ électrique. Donc, E, produit scalaire, dL, c'est le vecteur déplacement. Alors, comment je calcule ce produit scalaire? E scalaire dL. Alors, je vais vous montrer la façon générale et puis je vais vous donner une astuce pour ne plus passer par ces étapes. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le champ électrique il est porté par l'axe des Y. Donc, si je veux écrire le E, comment je vais écrire le E? On a dit, donc, il a une seule composante. Donc, c'est EY fois J. D'accord? Et à quoi est égal EY? Pour les Y positives, Y égale à plus sigma sur 2 epsilon 0. Et pour les Y négatifs, EY c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. EY, il y a le murakiban ta E. C'est la composante de E. Donc, elle a deux valeurs différentes suivant qu'on soit dans le côté des Y positifs ou des Y négatifs. L'essentiel, c'est que E s'écrit EY fois J. C'est ce que j'ai mis. Donc, j'ai remplacé ici dans dV, j'ai remplacé E par EY fois J. Le signe moins, il vient de la définition. Maintenant, le vecteur déplacement. Je vous ai donné en cours l'expression du vecteur déplacement en coordonnées cartésiennes. Pourquoi j'ai utilisé le cartésien ici? Parce que le vecteur champ électrique, je l'ai écrit dans le système cartésien. Donc, dl dans le système cartésien, c'est dx fois i plus dy fois j plus dz fois k. Alors, les propriétés du produit scalaire. J scalaire i est égal à quoi? 0. Très bien. 0. Parce que cosinus de pi sur 2 égale à 0. Pi sur 2. Très bien. J scalaire j, c'est 1. 1. Donc, je vais avoir moins EY dy. Bravo.
Et J scalar K, c'est 0. 0. Très bien. Donc, vous voyez que في le produit scalaire, il y a un seul terme, c'est moins EY fois DY. Donc, la prochaine fois que vous allez faire le produit scalaire moins E scalaire DL, vous savez tout de suite que le résultat sera moins la composante de E suivant une direction fois le DL dans la même direction. Donc, si E il est porté par Y, donc ici il me restera que le DY. DY. Voilà. Je vais rien avoir d'autre. Donc, je vais avoir moins EY DY directement. Si par exemple E est radial, un des ER, je vais DR. DR. Voilà, directement. Très bien. Donc maintenant qu'on a le EY, il a deux valeurs différentes pour le Y positif et le Y négatif. Donc je vais prendre d'abord pour le Y positif. Donc qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est le dV. Pour avoir le V, j'intègre. Donc j'intègre sur dV, j'obtiens V. Et donc j'intègre sur moins EY DY. Et je remplace pour les Y positifs qu'on a EY, c'est plus sigma sur 2 epsilon 0. Donc sigma constante, epsilon 0 constante, 2 constante. Ça sort de l'intégrale. Je vais moins l'intégrale de dy. À quoi est égal l'intégrale de dy? Y. Y. L'intégrale de dy, c'est y. Donc, il me restera moins sigma sur 2 epsilon 0 y. Et là, je rajoute une constante. Pourquoi je rajoute une constante? En fait, l'intégrale, il y a deux façons d'intégrer. Soit on intègre sans mettre les bornes d'intégration. Là, il y a les bornes, les limites de l'intégrale. Si je ne mets pas les limites, le résultat final, vous lui rajoutez une constante. Maintenant, si vous mettez les limites de l'intégrale, vous enlevez la constante. D'accord? Donc ici, j'ai intégré sans mettre les limites de l'intégrale. Et donc le résultat final, je lui ai rajouté une constante. Alors pour y négatif, EY c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc je remplace ici moins sigma sur 2 epsilon 0. Le moins avec les moins et les plus. Sigma sur 2 epsilon 0 qu'on a constante. L'intégrale sur dy c'est y. Pareil, je rajoute une constante. Donc j'ai deux formules différentes de V suivant que y soit positif ou négatif. Maintenant, comment je vais trouver cette constante? Il faut que j'utilise un endroit Y où je connais le potentiel. Alors, si je reviens à mon dessin, premier dessin, d'accord, comment vous allez charger le plan? Je vais, par exemple, le relier à la borne positive à une pile. Si je prends la pile égale à 12 volts, ça veut dire pour Y égale à 0, puisqu'on a pris le O ici, l'origine O égale à 0. Donc pour Y égale à 0, V0, par exemple, c'est 12 volts. Donc je reviens au potentiel, l'expression du potentiel. Je peux ici écrire, alors pour Y égale à 0, V égale à 12 volts. Donc je trouve que 12 égale à la constante. Donc ma constante, c'est 12 volts. Donc ici, la constante, c'est le potentiel pour Y égale à 0. C'est le potentiel du plan chargé. Ok, c'est bon, vous avez compris? Oui, madame. Très bien. Donc l'objectif final, en fait, c'était ça. Donc on a utilisé le théorème de Gauss pour calculer le champ et après on a déduit le potentiel à partir du champ électrique. Avez-vous des questions? Très bien, donc je vais